Bonjour, nous sommes le dimanche 6 mars 2022 et aujourd'hui je vais appeler ma vidéo, je vais appeler ça des nazis partout, point d'exclamation. Alors pourquoi des nazis partout? Eh bien parce qu'on parle de nazis dans les deux camps désormais. Alors l'Occident a été un peu surpris, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, la montée des tensions depuis 1989, qui n'ont pas suivi l'actualité des relations entre la Russie et l'Ukraine, ne comprennent pas d'où vient bien ce terme utilisé par Poutine quand il parle de l'invasion de l'Ukraine, de dénazification. Pour nous, ça tourne des nues. Quel rapport? On voit un pays qui, depuis 2014 en tout cas, ressemble de plus en plus à nos pays, à nous. Quel rapport avec les nazis? Et j'en ai déjà parlé. Le rapport avec les nazis, c'est que les nazis ont encouragé une indépendance de l'Ukraine vis-à-vis du reste de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'en ai parlé, c'était quoi, il y a quelques jours, j'ai fait un parallèle avec la situation dans mon propre pays, en Belgique, où les nazis, effectivement, durant l'occupation de la Belgique, ont encouragé les mouvements indépendantistes flamands à partir d'une sorte de représentation pan-germanique. Et j'ai encore connu dans mon enfance, voilà, l'indignation de la population qui n'avait pas pris qui n'avait pas collaboré devant les manifestations qui avaient encore lieu dans les années 40, 50, et ça s'est poursuivi par la suite, de rendre hommage à ces indépendantistes flamands qui s'étaient rendus sur le front de l'Est en tant qu'SS et autre chose, et ainsi de suite. Donc l'idée d'une indépendance de la Flandre en Belgique est associée aux encouragements que le régime nazi d'occupation les encouragements qu'il avait donnés à ces mouvements indépendantistes. Donc on peut, je dirais à des fins polémiques en Belgique, dire que tout partisan d'une indépendance de la Flandre par rapport à l'autre partie, la partie francophone et la partie germanophone d'ailleurs de la Belgique, de considérer que c'est un relent du nazisme. Bon, alors pourquoi cette idée que tous les Ukrainiens sont des nazis, qui apparemment fait partie de l'opinion couramment admise en Russie? Eh bien, à partir de là. Et donc, quiconque est contre l'idée d'une grande Russie, incluant en particulier l'Ukraine, est quelqu'un qui prend parti pour les nazis. Bon, donc d'où ce terme qui nous paraît, ça nous paraît. Il y a toujours ce danger, et on le voit ces jours-ci, de dire que quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui paraît hostile, qu'il est fou. Le nombre d'analyses du nazisme fondées sur l'idée que Hitler était fou. Ça fait c'est le mérite d'Eric Fromm d'avoir fait un livre pour essayer dans les années 60, pour essayer de démystifier ça une fois pour toutes, et de mettre en place ce personnage du pervers narcissique, qui trouve des troupes d'ailleurs, d'autres pervers narcissiques pour les embrigader. Voilà, de dire non, c'est pas un fou, c'est un type de personnalité particulière, dangereuse. Nous remarquons d'ailleurs qu'il y a une tendance pour nos systèmes démocratiques de type occidental de laisser parvenir aux rênes du pouvoir à un certain moment des personnages aussi dangereux que cela. Le danger se manifeste même s'il ne se concrétise pas dans l'élection de ces personnes, mais nos institutions démocratiques apparaissent être des passoires qui laissent passer je dirais, les pires personnages, et qui retient dès le départ les gens de bonne volonté. Je l'ai vu dans cette tentative, je dirais, que j'ai faite de me présenter, enfin de me retrouver au moins comme candidat sur une liste quelconque, pas quelconque, mais enfin bon, il y avait un petit nombre de possibilités d'essayer de devenir
parlementaires européens. Et pourquoi? Simplement, je l'ai raconté, parce que quelqu'un s'était venu à s'asseoir à côté de moi en face de la gare du Nord à Paris en disant: Monsieur Jorion, je suis commissaire européen, il faudrait qu'il y ait des gens comme vous au Parlement, il faudrait qu'il y en ait davantage. Et je l'avais revu, cette personne qui m'avait dit, voilà. Mais par contre, l'ensemble des appareils rend la chose absolument impossible pour quelqu'un qui, comme moi, se présente comme ça. Il y a tant de gens qui poussent des coudes et qui ils sont dans des combines on voit l'ascenseur avec d'autres, qu'il n'y a pas de place pour des gens qui apparaissent et qui disent: voilà, quelqu'un m'a dit au niveau des instances européennes que ce serait une bonne chose qu'il y ait des gens comme moi. Alors, par ailleurs, de notre côté, du côté occidental, parce que bon, c'est là que nous sommes, je vous parle d'une nation du territoire d'une nation qui fait partie de l'OTAN. Pour nous, le comportement des Russes dans cette invasion de l'Ukraine, ça correspond de plus en plus à l'image que nous avons des nazis. Voilà. Et on voit de plus en plus dans les commentaires des comparaisons, je ne dis pas dans les analyses en profondeur, mais dans les réactions, je dirais à chaud, de journalistes, d'autres personnes, voilà, des gens dans la rue, ça nous rappelle, voilà, le comportement des nazis pendant la guerre, nous aussi. Si bien que on se trouve dans les deux camps à voir des nazis en face. Alors, est-ce que c'est bon pour est-ce que le pronostic est bon, docteur? Eh bien, pas du tout, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une polarisation dans les opinions. On voit de plus en plus ceux d'en face comme les méchants. Et ces méchants peuvent se retrouver eux aussi, je dirais, dans des situations extrêmement difficiles, d'être pris à contre-pied. Vous avez peut-être pu voir, ça c'est dans les actualités de la journée d'hier, dans les villes qui ont été prises, en particulier sur les ports de la mer Noire en Ukraine, vous voyez les populations locales qui vont manifester derrière le drapeau jaune et bleu et qui vont manifester devant des troupes russes qui, jusqu'ici, en tout cas dans la journée d'hier, ont tiré en l'air. Est-ce que ces gens qui sont pas assez nombreux manifestement, je veux dire ces Russes qui sont là, qui sont pas assez nombreux et qui peuvent juste reculer quand ces manifestations avec des centaines voire des milliers de personnes vont vers eux, il viendra le moment où ils seront acculés quelque part et à ce moment-là ils ne tireront plus en l'air, ils tireront droit devant eux. Bon. Soulignant la difficulté que les Russes ont en ce moment avec ces convois qui sont bloqués ici et là, parce qu'ils n'ont pas assez de fuel, de gasoil, parce que ils sont attaqués par des francs-tireurs de tous les côtés qui jettent des cocktails Molotov, des trucs de rien du tout, mais qui peuvent quand même, quand il y a un convoi comme ça sur les deux bandes, celle de droite et celle de gauche, et qu'il suffit qu'il y ait un véhicule qui soit en panne ou endommagé, qui est pour bloquer entièrement une des files. Ça ne se passe pas bien pour le moment pour les troupes russes sur le terrain, qui sont obligées, je dirais, d'augmenter la mise en termes de destruction en tirant sur tout ce qui bouge du ciel avec des avions. On a vu dans la journée d'hier, ça passe en boucle à certains endroits. Un hélicoptère manifestement détruit en plein vol. On voit la carcasse d'un avion russe. C'est peut-être pas représentatif, mais enfin ça montre quand même que les choses ne se passent pas sans doute avec la vitesse qu'avait envisagé Poutine. Et donc, fraternisation d'une part, refus de tirer sur les manifestants, les conversations qu'on voit, il y a des tas de vidéos, voilà, des gens qui interpellent des soldats, qui lui disent mais rentre chez toi, etc., etc. Tout ça ne va pas sans doute dans le sens que Poutine souhaitait. D'autre part, cette polarisation fait que, et ça j'en ai évoqué dans les premiers jours, je dis il va y avoir des choses de l'ordre des brigades internationales, il va y avoir des jeunes gens qui vont vouloir sans doute pas rejoindre le camp des Russes, en tout cas provisoirement, tant qu'ils sont une force d'invasion purement et simplement. Alors, oui, mais peut-être quelques Russes aussi du côté de Donetsk et de ces enclaves dont on ne sait plus quel statut leur accorder. Mais on voit pas mal de gens qui sont
voyez ça, des interviews de gens qui essaient on a vu en France des légionnaires qui on a arrêté juste avant qu'ils s'embarquent, mais on voit aux actualités aux États-Unis en particulier, on voit des gens qu'on interroge qui disent je pars parce que et je voyais un gars tout à l'heure, un grand baraquet qui a l'air d'avoir entre 35 ans, et on lui a dit quand est-ce que vous avez pris la décision? Il a dit quand j'ai vu dans les journaux qu'on pouvait se présenter, voilà, et qu'on pouvait partir. Et donc des gens comme ça, bon, ce sont des milliers pour le moment. Est-ce que ça va représenter quelque chose? Il y en a dont on voit que ceux des gens qui n'ont aucune préparation militaire, ils vont surtout être, je dirais, un poids mort. Mais il y en a qui vont partir et qui savent exactement ce qu'ils font et qui vont être de véritables renforts pour les troupes ukrainiennes sur le sol. Alors polarisation, il y a un aspect positif, je dirais, pour les États-Unis dans leur mouvement général depuis 2015 vers une guerre civile, voilà, un retour de la guerre de sécession, qui était toujours là, des cendres dormantes, comment appelle-t-on ça, des brandons qui étaient là depuis toujours. Et les partisans de Trump ont constitué jusqu'à, je dirais, de l'ordre de 40% de la population américaine. Maintenant, les sondages Trump et ses acolytes continuent d'être des grands partisans de Poutine. Trump a parlé de son génie. Mais dans la population, dans les sondages, on voit que le nombre de personnes qui sont prêtes encore à soutenir le point de vue de Poutine sur un plan international, c'est de 15 à 20%. Donc, c'est-à-dire que ça a au moins diminué de moitié le nombre de gens qui peuvent se présenter vis-à-vis d'autres comme des partisans enthousiastes de Trump et donc automatiquement de Poutine. Alors, ça va pas très bien pour Poutine au sens où ça va pas rapidement. Il y a, bien entendu, tout le monde s'est mis à gueuler quand les troupes russes ont commencé à tirer sur une centrale nucléaire. Le danger que je mentionne toujours quand on nous parle du nucléaire civil, de ses bienfaits, ça fait il y a plus de 12 ans, je n'avais pas de blog, donc j'en parlais pas en public, mais c'est une chose que j'ai toujours dite à propos des centrales nucléaires civiles. C'est bien quand le gouvernement a une majorité de 80% et qu'il se passe rien dans la population, mais quand la population commence à s'énerver, ce qui est le cas de tous nos pays maintenant, des centrales nucléaires, ce sont des brûlots, ce sont des poudrières, c'est extrêmement dangereux, et on l'a vu l'autre jour. Ça a fait la une des journaux pendant une heure, de dire on a frôlé la catastrophe. Mais on s'en fiche maintenant, on a frôlé la catastrophe, au bout de 2 heures, les gens sont fatigués et ils ont envie de voir autre chose. Mais non, on est passé au bord de la catastrophe avec la prise par l'armée russe de cette centrale nucléaire. Et le président Zelensky d'Ukraine a prévenu hier, les troupes russes approchent d'une autre. C'est-à-dire qu'on va continuer comme ça à jouer avec le feu, c'est-à-dire de faire exploser d'une manière ou d'une autre une centrale nucléaire, même si ce n'est pas automatiquement, du moins au premier stade, l'équivalent d'une bombe, encore que le principe est bien entendu le principe de la fission des atomes lourds comme l'uranium ou le thorium, c'est bien entendu le même processus qui est utilisé, même si l'organisation même d'une bombe intérieure et celle d'une centrale, c'est pas la même chose. Ça va pas très bien pour monsieur Poutine, au point que, dans la journée hier, il a déclaré que les sanctions vis-à-vis de son pays étaient l'équivalent d'une déclaration de guerre. Bon, les gens de l'OTAN, nous, l'Occident, nous faisons très attention de ne pas prendre des mesures qui seraient de fait une déclaration de guerre, comme d'empêcher les vols au-dessus de l'Ukraine. On fait très très attention, mais on ne peut pas rester non plus les bras croisés, donc on a pris ces sanctions, et encore on ne l'a pas fait de manière très très efficace. Les Britanniques nous ont dit que les lois étaient assez compliquées dans leur pays, on ne pouvait pas comme ça sanctionner
des oligarques, etc., etc., plus l'ensemble des paradis fiscaux qui sont dans l'orbite, bien entendu, du Royaume-Uni, comme Jersey, Guernesey, l'île de Man, les îles Vierges britanniques, etc., plus à l'intérieur de l'Europe, bon, des pays comme le Luxembourg, qui sont des pays aussi qui protègent de manière manifeste et très clairement la Suisse aussi, les grandes fortunes pour des raisons X ou Y, mais surtout purement mercantiles. Alors, prendre les sanctions vis-à-vis de M. Poutine, il commence à considérer parce que ça marche au moins d'une certaine manière, pas encore entièrement sur le gaz et sur le pétrole, que c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous ai dit le premier jour de l'invasion. Je vous ai dit, ce qui est mal barré dans notre affaire, c'est que on est parti de telle manière que aucun des camps ne peut perdre. Pourquoi est-ce qu'aucun camp ne peut perdre? Parce que chacun a mis dans ses stratégies militaires le fait que s'il perd, il a le droit, il s'est arrogé à lui-même le droit de prendre des mesures de type nucléaire. Bon. Comment faire, et là je l'ai posé, oui, dans la première vidéo, comment faire pour que se sortir de cette histoire sans qu'un des deux camps ne perde? Alors, vous voyez la difficulté de la chose, d'autant que la polarisation dans les populations mondiales monte de jour en jour, et j'en ai pris le symbole dans cet exposé du fait que de plus en plus, dans chacun des cas, on considère que le camp adverse, c'est un cas de nazi, c'est-à-dire d'une chose absolument insupportable, l'horreur absolue. Comment on va se sortir de cette affaire, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous tiens au courant des futurs développements. Voilà, merci.